Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Comment préserver l'humanité, l'humanisme dans un lieu aussi clos et dur que la prison? Comment, dans les vieilles prisons, préserver cet humanisme quand les détenus doivent partager leurs cellules avec des rats? Et comment, dans les nouvelles prisons, préserver cet humanisme quand tout est automatisé et que le contact humain est réduit à peau de chagrin? Ce sont des questions que l'on va aborder ce soir à l'occasion des 60 ans de la FAMD, la Fondation d'assistance morale aux détenus. En proposant un accompagnement moral aux détenus, mais aussi un service psychosocial et socioculturel, la Fondation essaie justement de remettre l'humain en avant. On vous détaille tout ça dans notre émission ce soir. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Charlotte Colsoul. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la Fondation d'assistance morale aux détenus. À vos côtés, Al Delnest. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice des conseillers moraux francophones, mais vous êtes également toujours conseillère vous-même, donc conseillère morale en prison. Et enfin, Anaïs Lecharlier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice socioculturelle à la FAMD. Alors, Charlotte Colsoul, je le disais en introduction, la FAMD fête ses 60 ans cette année. Vous allez d'ailleurs organiser un événement les 18 et 19 avril à la Tour à Plomb à Bruxelles. Il y aura une escape room, de la réalité virtuelle pour sensibiliser aux réalités carcérales, mais également une table ronde, du théâtre et la remise d'un prix aux lauréats qui ont imaginé la prison de demain. On va parler de tout ça dans cette émission, mais avant ça, j'ai quand même envie de revenir un petit peu en arrière. La FAMD, elle a été fondée en 1964 et j'imagine qu'en 60 ans, même si la mission de base est restée la même, certaines choses ont évolué. Oui, alors il y a deux choses qui ont fondamentalement évolué pour la vie et le bien-être, si je peux me permettre, de la personne incarcérée. Il y a d'une part la loi de principe qui lui a conféré un statut juridique externe, où dans cette loi de principe, effectivement, on parle que le détenu a droit à de l'assistance morale. Et alors, autre chose pour la Fondation, ça a été la mise en vigueur et l'arrêté royal qui a permis de légiférer et de reconnaître la profession de conseiller moral. Une loi qui date de 2007, celle-là. D'accord. Et donc ça veut dire, alors on va revenir peut-être aussi avec Anne Delnest sur le rôle du conseiller moral, mais ça veut dire que on parle souvent de ce qui ne va pas en prison et je pense qu'il y aura des choses à dire dont on pourra parler éventuellement dans cette émission, mais il y a quand même quelques évolutions positives puisqu'on est passé de 2 conseillers moraux il y a 60 ans à quand même une 60aine de conseillers moraux aujourd'hui, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques évolutions positives. Oui, tout n'est pas noir évidemment sur le tableau. Je vais juste faire un petit distinguo. Il y a eu 2 conseillers moraux au départ et puis maintenant on arrive à 9 équivalents temps plein rémunérés. Mais à côté de ça, on doit être épaulé par une 60aine de bénévoles parce que pour couvrir les 37 prisons belges, c'est pas possible avec 9 équivalents temps plein. Donc ça, c'est un peu le bémol. À côté de ça, on a quand même mis en place toute une série de formations continuées, de supervision et d'intervision d'équipe parce qu'intervenir en prison n'est pas chose facile. Alors, on parle de conseillers moraux. Quelle est la spécificité du service laïque en prison? Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à un aumônier catholique, par rapport à un conseiller du culte islamique? Qu'est-ce qui fait vraiment la spécificité du conseiller moral laïque? Alors, si je peux me permettre, je vais reprendre votre question, mais l'élargir à tout le champ de la Fondation, parce que comme vous l'avez dit, la Fondation, ça couvre quand même 3 services, qui est donc le service psychosocial et le service maintenant culturel. Alors, notre spécificité en tant que laïc, ce serait plus de voir le détenu dans son intégralité, d'avoir une relation d'égal à égal avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, notre mission et nos valeurs, c'est quand même la défense de la liberté et de l'autonomie, et l'un ne va pas sans l'autre. Et on envisage le détenu, la personne incarcérée, vraiment dans son intégralité. Elle n'est pas réduite à un fait, elle n'est pas réduite à un statut de détenu. Non, ça reste un homme et c'est un homme. Ça reste un homme ou une femme, ne pas l'oublier aussi, parce qu'effectivement, les conseillers moraux sont présents dans toutes les prisons du pays, y compris les prisons des femmes. On reviendra sur le service psychosocial et socioculturel tout à l'heure, mais j'ai envie de me tourner vers vous, Anne Delnest. Donc vous êtes conseillère morale en prison. Alors sur le site de la FAMD, il y a une petite vidéo qui explique un peu votre rôle, et vous dites, de manière imagée, je vais ouvrir la fenêtre de leurs cellules, leur permettre d'apporter de l'air frais. C'est comme ça, en fait, que vous envisagez votre mission, apporter un peu d'oxygène aux détenus?
C'est exactement comme ça que je l'envisage, mais que je pense que tous mes collègues l'envisagent aussi, dans la mesure où, en tant que conseiller moral, on va rencontrer les personnes en toute confidentialité, et donc on n'intervient pas du tout dans leur dossier. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous confient ne va jamais se retourner contre eux, mais à l'inverse, on ne peut pas non plus intervenir en leur faveur en allant rendre des comptes à la direction de l'établissement ou au service psychosocial et en leur disant qu'il est temps qu'ils sortent, qu'il a tout ce qu'il faut pour retourner dans la vie extérieure. Donc ce qu'ils nous racontent est vraiment un moment qu'on leur offre où ils peuvent se déposer, se livrer. Mais ça veut dire que ils peuvent tout vous dire, vous êtes vraiment régi par le secret professionnel, vous ne pouvez pas, vous n'allez pas faire remonter des informations, par exemple, à la direction de la prison. Hein. Nous n'allons pas faire remonter d'informations, et ils le savent, et je pense que c'est ce qu'ils apprécient. Et alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, on n'a pas non plus des confidences de grands projets d'évasion ou de choses dangereuses qu'ils pourraient imaginer, mais c'est plutôt des confidences par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils vivent à la prison, par rapport à ce qu'ils vivent à l'extérieur, par rapport au manque, par rapport à leurs besoins. Et donc, c'est un endroit, un espace où ils peuvent parler de tout. Et on est à leur écoute. Voilà, une écoute attentive, sans jugement. Oui, quelle est peut-être votre différence par rapport à un psychologue qu'ils peuvent éventuellement rencontrer aussi en prison ? Alors la différence, c'est qu'en tout cas, on travaille sans objectif de résultat. Donc, on ne leur offre pas une possibilité de faire une thérapie avec nous. On leur demande pas forcément d'avancer, ou en tout cas, ils avancent à leur rythme. Et ils font appel à nous juste parce qu'ils ont besoin ou envie d'avoir une oreille attentive. Donc, il n'y a pas besoin de rechercher un logement pour faire appel à notre service. Il n'y a pas besoin de rechercher une formation ou un travail. Tous ces services-là existent, et heureusement qu'ils existent dans les prisons. Mais donc, il faut quand même chaque fois avoir une demande de base pour rencontrer ces services, tandis que pour rencontrer le conseiller moral, simplement être accompagné, passer du temps ou avoir quelque chose à livrer. Oui, alors là, on est plutôt dans des entretiens individuels. Quand le conseiller rencontre le détenu ou la détenue, on est dans quelque chose de plutôt individuel. Et vous, Anaïs Le Charlier, vous êtes plutôt dans le collectif. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que, peut-être, en quoi est-ce qu'entretenir le collectif, justement, c'est important en prison ? Je dirais que c'est vraiment très important parce que l'effet de la détention, ça a un effet sur les personnes détenues, la désocialisation, la déresponsabilisation et la déshumanisation. Donc les activités collectives permettent de recréer du commun, de favoriser le vivre ensemble et de créer un collectif, justement. Mais alors du coup, quel type d'activité vous organisez, quel type d'activité collective vous organisez-vous en prison ? Donc pour le moment, on organise des ateliers créatifs et artistiques, des groupes de discussion à vocation plutôt philosophique, des ateliers de jeux de société qui ont débouché sur la création d'un jeu de société avec les détenus internés à l'annexe psychiatrique de Saint-Gilles, des ateliers radio, des ciné-débats et une chorale qui est organisée en partenariat avec la Monnaie pour un programme qui s'appelle Un pont entre deux mondes. Alors, outre le côté collectif et le côté humain, du coup, que ce type d'activités peuvent amener, est-ce qu'ils acquièrent certaines compétences, certaines connaissances via ces activités culturelles notamment ? Oui, ils apprennent la solidarité, l'autonomie, la responsabilisation. Ils développent aussi un esprit critique et en termes d'attitude, ils apprennent le vivre ensemble, à respecter des règles, se respecter soi-même et respecter les autres. Mais donc, est-ce que, par exemple, Anaïs Le Charlier, ça peut renforcer l'estime de soi du détenu, le fait de participer à une activité culturelle qui va le mettre peut-être, où il va acquérir des compétences, où il va se rendre compte qu'il sait faire certaines choses, par exemple, au niveau artistique, culturel ? Oui, on le constate parce que quand un détenu arrive en atelier, on se rend compte qu'il a intériorisé en fait une logique de se réduire à son numéro d'écrou. Et quand il sort de l'atelier, les détenus sont généralement toujours contents parce qu'ils ont appris, si on prend un atelier artistique, à utiliser une nouvelle technique, par exemple le suminagashi ou l'acrylique, la gouache. Donc ils sortent toujours avec de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ouais. En fait, les droits, parce qu'on voit que les activités socioculturelles se sont développées, hein, vous nous disiez que c'est des pôles qui se sont développés en 60 ans, c'est en fait devenu même un droit, en fait. Le fait d'avoir droit à la culture en prison, ce n'est pas juste une idée comme ça, c'est vraiment un droit, quoi.
Oui, c'est un droit qui est prescrit par la loi de principe du 12 janvier 2005, donc qui prescrit que le détenu a le droit de participer aux activités notamment organisées par les conseillers moraux, mais aussi que le détenu a droit à un choix le plus large possible d'activités de formation et socioculturelles, en dehors des plages de travail. Ouais, et c'est effectivement donc l'aspect socioculturel, c'est quelque chose que vous avez voulu développer vraiment au sein de la FAMD en vous disant il faut apporter plus de choses aux détenus et justement ne pas se limiter entre guillemets à l'assistance morale individuelle ou collective plus classique. Parce qu'on est parti du postulat que la culture amène à la citoyenneté et à l'émancipation. Et effectivement, quand on part du collectif, on peut plus facilement imaginer de réapprendre les codes de la vie aussi bien intérieure à la prison que la vie extérieure à la prison. Parce que je pense que si la personne incarcérée ne s'y retrouve pas ni dans les codes à l'intérieur, ne va pas se retrouver dans les codes à l'extérieur non plus. Une activité culturelle au sens large permet aussi la réappropriation comme l'a dit Anaïs, de soi, et donc de comprendre le milieu dans lequel elle vit, de comprendre parfois comment elle vit, comment elle mène sa vie, où elle veut aller dans son chemin, et d'acquérir progressivement une forme de citoyenneté. C'est pas parce qu'on est incarcéré qu'on n'est plus un citoyen. Oui, qu'on n'est plus un humain. Anne Delnest, quand vous allez rencontrer des détenus, quelle est finalement la difficulté peut-être de travailler en prison ? On a toujours cette idée du détenu qui est un dangereux criminel. J'imagine qu'on doit passer au-delà de ça quand on est conseiller moral. Alors, je pense que ça, c'est une idée qui est encore trop véhiculée à l'extérieur. Mais on se rend compte qu'en travaillant en prison, ce sont des rencontres humaines qu'on fait tout au long de la journée, tout au long de la semaine, et que chaque personne qu'on va rencontrer, on la rencontre, comme le disait Charlotte au début, dans son intégralité. Et donc on rencontre un père de famille, un frère, une sœur, qui a plein de compétences, qui a un métier, qui a un passé, qui a une histoire, qui a des projets, des envies, qui parfois se permet de rêver ou d'avoir envie d'autre chose. Et donc, on n'est pas du tout là pour parler uniquement des faits pour lesquels ils sont incarcérés. Certains ont besoin d'en parler, certains n'ont plus besoin d'en parler, n'ont jamais besoin d'en parler, n'ont pas envie d'en parler. Et donc, voilà, on va les rencontrer à partir de ce qu'eux veulent nous confier, de ce qu'eux veulent nous raconter, sans chercher à orienter la discussion ou les amener vers un discours que nous, on voudrait entendre. D'accord. Alors, on l'a dit, la FAMD, elle fête donc ses 60 ans cette année. Alors, évidemment, c'est l'occasion de revenir un peu sur le passé, sur l'histoire de la Fondation, mais c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'avenir. Alors, vous avez mis en place un appel à projet où vous avez sollicité des écoles et des détenus pour qu'ils imaginent leur prison de demain. Les propositions, elles sont déjà arrivées. Est-ce que vous avez été surprises l'une et l'autre par les propositions que vous avez reçues ? Oui. Alors pourquoi surprise ? Tout d'abord, au niveau des écoles participantes, le fil rouge, en tout cas de tous les projets scolaires, ça a été de se tourner vers le collectif, justement, vers la communauté et vers l'extérieur. Donc des prisons de type ouverte, qui ont vraiment un lien avec la communauté proche des prisons. Et surtout, ça aussi, c'était beau à voir, c'était de se dire que finalement tous ces jeunes militent aussi pour l'éducation en prison, pour la formation en prison, pour l'accès à la culture en prison. Oui, donc en fait, on a une jeune génération qui est touchée, en tout cas ceux qui ont participé, celles et ceux qui ont participé sont touchés par le vécu des détenus, par l'amélioration des conditions de vie du détenu en prison. Oui, avec plusieurs fois l'envie de faire rentrer l'extérieur, en tout cas qu'il y ait des interactions entre l'intérieur et l'extérieur, plutôt que d'isoler les personnes incarcérées pendant un certain nombre d'années et puis d'essayer de les remettre dans une société qu'ils ne connaissent plus. Il y avait quand même pas mal de propositions qui étaient de faire rentrer l'associatif de l'extérieur, pour permettre aux personnes incarcérées de se rendre utiles, d'avoir une certaine utilité et peut-être une certaine réparation aussi vis-à-vis de la société et du coup en même temps peut-être se réparer eux-mêmes. Anaïs Le Charlier, peut-être une des choses qui vous a surprise aussi. Une dimension possibilité de réinsertion. Il proposait des actions concrètes pour que les personnes détenues puissent se réinsérer plus facilement.
Ouais, donc tout ce travail-là. Alors, il y a aussi des détenus qui ont participé à l'appel à projet et qui ont imaginé leur prison de demain. Avant d'en parler, je vous propose d'écouter des détenus de la prison de Marche qui ont donc décidé de répondre à cet appel à projet. Avec leur conseiller moral, Jean Leforgeur, ils ont imaginé un cercle de justice réparatrice et ils expliquent ce que cette démarche de justice réparatrice ou restauratrice peut leur apporter à eux, mais aussi aux victimes. On les écoute. Quand on a l'occasion d'être confronté à des gens qui ont vécu un drame auquel nous, on a vécu, mais en tant qu'auteur, on n'a jamais eu l'occasion de faire ça avec nos propres victimes. Et finalement, ça a été super important de comprendre que la douleur, elle reste longtemps après. Ils en souffrent toujours, malgré que les faits sont passés il y a déjà longtemps. Et à un moment, c'est important de se rappeler ça aussi. Il y a des gens qui souffrent encore de nos actes. Et ça a été très bouleversant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait se faire à plus grande échelle, pour que beaucoup plus d'auteurs de faits puissent prendre conscience et avoir accès à ça. Ça manque en fait au niveau de la justice. On oublie trop vite les victimes. On passe au tribunal, on dit voilà, vous payerez autant, et puis derrière, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Et d'une façon générale, on oublie aussi toutes les victimes qui ne sont pas reconnues pénalement, comme, on va prendre la société en général, les victimes de nos actes, mais aussi nos familles à nous, ceux qui ont des enfants ou autres, souffrent du fait qu'on n'est pas là, du fait de la médiatisation des faits et autres. Et ça, on oublie souvent aussi d'en tenir compte de leur ressenti à eux. Et ça, celle de la justice réparatrice, c'est vraiment la base pour démarrer ça. Disons qu'on veut quand même voir la victime au sens large du terme, et pas juste se limiter à il y a un jugement et une victime. Non, il y a peut-être d'autres victimes qui ne sont pas reconnues et qui souffrent et qui ont peut-être besoin d'être entendues. Et aussi le fait de voir des victimes, de les écouter, de pouvoir comprendre leur ressenti et de savoir que ça les soulage aussi de venir donner un peu de leur peine, ça touche vraiment. Je trouve que c'est super important. C'est difficile à expliquer pour ceux qui ne l'ont pas vécu, mais... C'était un déclic, hein. Oui, clairement. Avec les projets victimes, ça a vraiment été un déclic. Ça me fait toujours penser à la phrase de M. Koopmans, qui m'avait dit un jour... Mon boulot à moi, c'est de faire de vous le futur bon voisin de quelqu'un. Et c'est vrai, tous les acteurs de la détention participent à ça. Parce qu'à un moment donné, on sera dehors, on sera dans la société. Et plus on va normaliser les échanges, plus on sera capable de se réinsérer facilement. Et ça, c'est super important, cette notion-là. On l'oublie, mais c'est quelque chose... Est-ce qu'on peut rêver et imaginer que le cercle de justice réparatrice, qui a trouvé son départ ici à Marche, pourrait être... dupliqué dans d'autres prisons? C'est un peu votre but, le rêve? C'est pas un rêve, c'est une ambition. Voilà. À partir du moment où, effectivement, on considère que c'est vers ça que la détention doit aller, je pense que dans un petit recoin de la tête de notre chef d'établissement, il y a l'espoir qu'un jour, il pourra, avec un beau dossier sous le bras, aller rencontrer les autres directeurs et leur dire voilà ce que je fais chez moi et ça fonctionne. Alors j'ai envie de vous faire réagir par rapport à ce témoignage, par rapport à cet appel à projet La prison de demain. Voilà un des projets qui a été rendu. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui travaillez avec des détenus presque quotidiennement à Nest? Alors moi, je suis très touchée par ce qu'on vient d'entendre. Je pense que ça pourra permettre à tous les auditeurs et toutes les auditrices de comprendre que les personnes qui sont derrière les murs réfléchissent aux faits qu'ils ont commis, réfléchissent aux dommages causés. J'ai envie de dire que nous non plus, en faisant le travail qu'on fait, en allant... accompagner les personnes incarcérées, on n'oublie pas non plus qu'il y a des victimes, donc ce sont des choses dont on peut parler avec eux sans pour autant leur faire la morale, mais généralement ils en parlent avant nous, donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre pour eux, et parfois même quand ils arrivent en fin de peine, ils disent mais voilà, j'ai terminé ma peine, mais j'ai pas réparé les dommages causés. Et puis alors j'étais très touchée aussi par la personne qu'on entendait qui parlait des victimes collatérales qui sont les familles, les enfants,
qui eux sont également des vraies victimes qui subissent l'incarcération d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'un fils ou d'une fille, qui subissent la médiatisation, les étiquettes, l'absence de la personne, parfois des placements quand il s'agit de jeunes enfants, que les deux parents sont incarcérés. Donc voilà, c'est tout ce que ça m'inspire quand j'entends ça. Vous me disiez en préparant l'émission que pour les détenus, finalement, imaginer la prison de demain, c'était assez difficile pour eux parce que vous m'avez dit cette phrase, alors je pense que c'est vous, Anne Delnès, qui m'avez dit « En prison, même le rêve est empêché ». C'est-à-dire ? Mais c'est ce qu'on a pu constater donc, par rapport à ce qu'on a reçu comme projet des écoles qui se laissent aller dans des projets parfois fous, mais pourquoi pas, et donc ça part dans tous les sens, tandis que les projets qu'on a reçus des personnes qui sont en prison, donc qui ont dû réaliser leurs projets avec les conditions qu'on connaît dans certaines prisons, ça reste en fait très en lien avec ce qu'ils vivent aujourd'hui, donc on ne part pas dans des choses très différentes, c'est une amélioration de ce qu'ils connaissent, mais il y a comme si le rêve était enfermé, comme s'il ne se laissait pas aller à l'imaginaire ou à des choses complètement improbables dans notre société actuelle. Peut-être que se laisser aller justement à l'imaginaire, etc., c'est des choses qui peuvent être favorisées par des activités culturelles, les activités artistiques. Ça peut être une manière un petit peu de s'évader par l'esprit, j'ai envie de dire. Oui, mais du coup, ça rentre pleinement dans les missions aussi, et dans l'objet social de la Fondation, qui est amener la personne incarcérée, homme-femme, à se dépasser de soi, à sortir de soi et à vraiment être libre de ce qu'elle est, etc. Et donc, on l'a bien vu, effectivement, que dans les projets qui ont été rentrés de la part des personnes incarcérées, c'était... on ne peut pas penser à plus loin que demain, mais vraiment le lendemain. Le bout de la peine, il est encore beaucoup trop loin que pour pouvoir se l'imaginer. Et alors, il y a peut-être qu'on pourrait imaginer une forme d'autocensure sur ce qu'on pourrait imaginer comme autre prison de l'idéal, parce que quand on est en prison, on doit aussi se conforter au règlement. Et on doit rester dans ce que la prison nous demande d'être et de faire. C'est ça aussi que la Fondation permet à travers ces 3 services, à un moment donné, c'est de pouvoir se décaler de ça, prendre du recul et avoir vraiment un esprit critique. Alors, vu que vous parlez des 3 services, il y en a un qu'on a peu abordé ici, c'est le service psychosocial. Est-ce que vous pourriez nous dire peut-être en quelques mots ce qui est fait par ce service ? Oui, donc le service psychosocial, c'est un service qui est mandaté par la COCOM. Et donc, nous, il est composé d'assistants sociaux et de psychologues. Et eux, ils viennent en aide pour les personnes incarcérées des prisons bruxelloises, pour les proches et les ex-détenus. Mais toujours sur la région de Bruxelles. Maintenant, si quelqu'un est incarcéré à l'autre bout de la Belgique, que ce soit au nord ou au sud, à l'est, à l'ouest, et qui compte se réinsérer sur la région bruxelloise, il peut toujours faire appel à notre service d'aide aux justiciables. Oui. D'accord. Alors, donc on l'a dit tout à l'heure, ces 60 ans de la fondation de l'assistance morale aux détenus, ils vont être fêtés les 18 et 19 avril. Donc ça se passe à Tour-à-Plomb à Bruxelles. Alors, il va y avoir notamment la remise des prix de cet appel à projet dont on a parlé pour imaginer la prison de demain. Il y a une exposition, il y a une escape room. Il y a aussi de la réalité virtuelle. Alors peut-être un mot là-dessus et sur l'importance de tous ces différents outils pour sensibiliser les publics, jeunes et moins jeunes, aux réalités carcérales. Oui, alors l'idée, c'était de comment rendre la réalité du travail de l'assistance morale en prison compréhensible aux yeux du citoyen lambda, et aussi comment toucher un public parfois plus jeune pour effectivement le sensibiliser aux droits humains. Du coup, on est parti d'outils qui les touchent directement. Et donc, les jeunes, ils sont, comme nous d'ailleurs, intéressés par les écrans et par parfois les jeux vidéo, etc. Et donc, on s'est dit, tiens, on va essayer de créer une réalité virtuelle qui représenterait une cellule, avec une interaction dans la cellule pour se rendre compte de l'espace qui est disponible dans un 9 mètres carrés quand on a 2, 3 ou 4, avec tous les objets qu'on peut y retrouver dedans. Et donc ça a été une collaboration avec justement des jeunes d'une école de Courtrai et le conseiller moral de la prison de Gand. Donc les jeunes ont été visiter la prison, rencontrer des détenus, et puis après on crée cette
cette réalité virtuelle. Et donc en fait, on va mettre le casque, on va se plonger dans la cellule et se rendre compte de la petitesse, je ne sais pas si le mot est vraiment le bon, mais en tout cas du côté vraiment un peu étouffant d'une cellule. Côté angoissant, c'est 9 mètres carrés et comme c'est très réaliste, on en a vraiment l'impression d'y être. Ouais, côté angoissant, vous le dites, mais en se disant qu'effectivement les détenus vivent au quotidien là-dedans. Donc oui, l'importance de sensibiliser. Donc le 18-19, il y aura aussi une table ronde pour reparler des droits des détenus, on l'a dit, du théâtre. Mais évidemment, l'important de continuer à sensibiliser. Vous le voyez vraiment comme une de vos missions principales, sensibiliser, informer sur ce qui se passe en prison, sur ce qui se passe derrière ces murs. Alors où on enregistre l'émission, les agents pénitentiaires, ils sont en grève dans toutes les prisons du pays et ils sont en grève parce qu'ils pointent des problèmes de surpopulation. On est aujourd'hui à près de 15% de surpopulation carcérale, plus ou moins 12 000 détenus pour 10 000 places. Donc, l'idée, c'est de continuer à sensibiliser. Oui, tout à fait. Parce que pour une fois, on est tous dans le même... Je pense qu'on est tous dans le même bateau et donc tant les agents, enfin tout le personnel qui gravite autour dedans des prisons, ils sont aussi là pour défendre le droit des détenus, mais leur droit à leur travail aussi. Si on ne sait pas effectuer son travail correctement, les détenus ne seront pas dans des bonnes conditions non plus. Donc je pense que là, sans vouloir pointer tous les dysfonctionnements du système carcéral, on arrive à un système de crise. Ouais. Anne Delnès, effectivement, est-ce que par exemple dans des situations quand il y a les grèves comme ça de détenus, vous avez encore accès aux prisons où les détenus sont particulièrement isolés et n'y pouvaient pas y entrer? On a la chance de faire partie du personnel pénitentiaire au sens large et donc effectivement on peut continuer à entrer au sein des prisons. Maintenant généralement ça s'arrête à la porte des cellules, donc c'est important qu'on aille lever les guichets, qu'on aille leur dire qu'on est là, qu'on les soutient. C'est important aussi de soutenir les agents dans leurs demandes et dans leurs grèves, mais voilà, notre mission première est l'assistance morale aux personnes incarcérées, et donc on est au sein des prisons, même en temps de grève, et on va écouter les détenus. Oui, j'imagine que les activités collectives, par contre, elles souffrent parfois un peu de ces situations. C'est plus compliqué. Alors, on invite du coup nos auditeurs et auditrices à se rendre à votre événement. Donc, toutes les informations se retrouvent sur le site de la FAMD ou la page Facebook. Je vous invite également à regarder un reportage qui a été réalisé par notre collègue pour les émissions télé Libre Ensemble. Un reportage qui sera diffusé mardi 9 avril sur la Une en fin de soirée et qui justement part à la rencontre de détenus et d'élèves qui ont répondu à cet appel à projet et qui ont imaginé la prison de demain. Merci beaucoup à toutes les trois et bonne continuation. Merci, j'ai envie de dire. On se retrouve dans 60 ans. Je ne sais pas si ce sera nous, mais on va espérer en tout cas une longue vie encore à la FAMD et belle soirée à toutes et tous. Merci de nous avoir écoutés.